Carlos Keteou, bonsoir. Bonjour Lomé, bonjour la Suisse, bonjour l'Europe, bonjour l'Amérique, bonjour la diaspora et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication de l'hebdomadaire togolais d'information, l'Indépendant Express. Vous êtes aussi président du patronat de la presse togolaise, PPT. Et vous allez commenter et analyser la situation socio-politique au Togo avec nous. Mais en attendant, abordons cette information du journaliste du Bi-Hebdo, l'Alternative, qui a été copieusement molesté et torturé par les forces de l'ordre cette semaine à Lomé au Togo. Et justement, c'était dans l'exercice de sa profession. Alors Robert Avotor est en ligne en direct avec nous. Nous l'accueillons tout de suite. Robert Avotor, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes journaliste au Bi-Hebdomadaire L'Alternative. Justement, confrère Robert Avotor, selon des informations, vous êtes sérieusement tabassé courant cette semaine par les gendarmes alors que vous étiez en reportage pour votre organe de presse, justement L'Alternative. Alors, racontez-nous votre mésaventure. Vraiment, c'était le 7 février dernier qu'un ami m'a alerté, comme quoi la localité d'Akatou-Viépé, qui est située dans le canton de Sabado, qui a quand même des gendarmes qui ont bouclé cette localité. C'est là que j'ai fait un tour à la maison pour prendre mon gilet et les autres matériels. J'ai remarqué que c'était un litige foncier entre deux collectivités, la collectivité d'Odiavoudier et la collectivité du Ban. J'étais arrivé vers 8 heures comme ça, j'ai remarqué que les lieux sont bouclés par les gendarmes. Les gendarmes avaient une réquisition du procureur pour démolir les maisons. J'ai aussi remarqué qu'ils avaient dressé des barricades, des barrières plutôt sur toutes les rues qui mènent vers le lieu de l'opération. Je me suis présenté humblement à eux et c'est là qu'un gendarme me demande si j'ai l'ordre de mission pour prendre des images. C'est là que je leur ai répondu que non, que je n'aime pas l'ordre de mission. Il me dit d'aller voir le procureur pour prendre l'ordre de mission. Pendant qu'on discutait, des dégâts avaient déjà commencé. Il y a des poursuites avec des types de gaz lacrymogènes. Et moi, j'ai tout simplement fait sortir mon portable pour prendre des images. Et ils se sont rués sur moi et ont commencé par me tabasser. J'ai couru, ils m'ont suivi et m'ont arrêté. Ils m'ont tabassé, ils m'ont pris par les cordes et m'ont menotté, les bras par derrière. Ils m'ont fait asseoir et m'ont demandé quel est le nom de mon journal. Je leur ai répondu que c'est l'Alternative. Et c'est là ils ont demandé le nom du directeur. Je leur ai dit que c'est M. Ferdinand Vincent Haïté. Ils m'ont dit qu'ils attendent parler de lui, mais aujourd'hui je vais servir de cobaye. Entre-temps, ils ont aussi arrêté un jeune qui filmait la scène. Ils l'ont aussi menotté et on était ensemble dans un coin. Et ils venaient régulièrement pour serrer les menottes. Pendant 2 heures, ils nous ont tabassés. Et puis après tout, je sentais aussi des besoins d'uriner. Et c'est là qu'un gendarme me dit que non, qu'ils n'ont pas reçu l'ordre là, que même si c'est qu'il faut chier, que je peux toutefois le faire dans mon pantalon. Et c'est après l'opération, pendant plus de 2 heures, qu'ils ont conduit à la gendarmerie. Et en temps, ils avaient aussi saisi mon portable, mes 2 portables, avec celui du jeune. Ils m'ont demandé le code. Je ne voulais pas donner ça au premier abord. Et c'est là ils m'ont frappé avec leur pied, ils m'ont cogné avec leur pied au niveau de mes chevilles. Et après ces opérations, je le disais, ils venaient serrer les menottes à notre niveau pour nous faire souffrir. Et là, ça le faisait du bien. Ils riaient, ils rigolaient, ils faisaient du bruit. Que voilà, des pauvres journalistes, que nous pensions que c'est nous qui avions fréquenté, eux aussi vont faire une formation qui mérite tout ce qu'ils font. Robert Avotor, que vous reprochent justement ces gendarmes, vu que vous avez brandi quand même votre carte de journaliste? Ah oui, justement, arrivé, je leur ai présenté ma carte de journaliste. C'est là ils m'ont dit que vraiment ils n'ont pas besoin de ça, que vraiment ils n'ont pas besoin de ça aujourd'hui sur le terrain ici. Que la carte de journaliste, c'est quoi?
Ils n'ont pas besoin de cadre de journaliste. Ils ont reçu quand même l'ordre du procureur de la République. Donc, que je peux me plaindre partout. Et je crois que après, c'est là ils ont fini leur mission. Et ils nous ont dit de monter dans leur véhicule. Et ils ont pris soin. Ils ont quand même enlevé la menotte du jeune qu'ils ont amené. Et ma menotte, ils m'ont pris pour coller au jeune. Ils nous ont embarqué dans leur voiture Manu Militari pour la gendarmerie. C'est là où on était arrivé à la gendarmerie de la localité. Et puis on était là-bas et 15-20 minutes plus tard, le lieutenant plutôt, qui avait conduit l'opération, il était arrivé avec mon portable, comme quoi de redonner encore les codes, qui vont quand même vérifier tout dans le portable, qui vont effacer toutes les images qu'ils ont sur la démolition des maisons de la zone d'Akato et Viépé. C'est ce qu'il a pris soin de faire avant de donner l'ordre au CB qui n'est pas là avant son arrivée, que lorsque le CB va arriver, que vraiment qu'ils nous maintiennent toujours en menottes et de nous libérer vers 14 heures comme ça. Et c'est là, il est reparti et le jeune, le CB était arrivé. Le CB était arrivé, il a demandé les informations, mais il a demandé mon nom, prénom, date de naissance, et tout. Je leur ai fourni ça. Et puis, ils m'ont dit que vraiment, ils vont me libérer. Et c'est là, le CB a demandé qu'on enlève les menottes et ils m'ont libéré. C'est vraiment dommage. Courage à vous. C'est vraiment dommage d'être journaliste au Togo. C'est vraiment un danger. Ça, on l'a plusieurs fois dit. Alors, on sait que vous avez le soutien des journalistes au Togo et qui ont dénoncé cette attitude malsaine des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, cette indignation des journalistes a été sanctionnée par un communiqué du PPT, patron de la presse togolaise. Mais justement, au-delà de cette indignation, Robert Avotor, allez-vous porter plainte? Non, mais monsieur, moi, en fait, je l'ai déjà fait. J'aime porter plainte depuis hier. J'étais au secrétariat du parquet, hier vendredi. Le mercredi aussi, j'y étais. Je crois que le rendez-vous est maintenant pour le mercredi et prochain pour la suite. En tout cas, merci beaucoup, Robert Avotor, d'avoir participé à cette émission depuis Lomé. Bonsoir et bon courage. Merci à vous. Eh bien, Carlos Keto, vous avez suivi notre confrère Robert Avotor qui vient nous raconter sa mésaventure. Quel sentiment vous anime à titre de journaliste que vous êtes alors justement face à ces pratiques qui portent atteinte aux droits de l'homme et à la liberté de presse? Carlos Keto. Oui, en ma qualité de journaliste et activiste des droits de l'homme, vous allez comprendre ma désolation, mon chagrin et voir ma révolte face à cette situation. Et quand vous écoutez ce récit, vous vous sentez encore au Moyen-Âge où ce sont des pratiques anachroniques qui ne devraient plus être de rigueur au Togo. Mais malheureusement, c'est ce que nous connaissons dans notre fonctionnement et de notre métier. Et ça rappelle un tout petit peu les différentes dérives et attaques que les autorités de la sécurité infligent aux journalistes. J'aimerais un tout petit peu vous faire un petit rappel sur les confrères qui ont été déjà attaqués de cette façon, séquestrés et arrêtés. Je me rappelle, vous vous rappelez Dimas Djikodo, il a été attaqué déjà une fois, et Didier Lodou a été déjà attaqué, Gilles Dagba a été attaqué, Noël Tadignon a été molesté, moi-même Carlos Kitou et Gilles Bokor, nous avions été déjà enlevés, passé quelques heures à la gendarmerie togolaise. Lawson Bonero aussi a été arrêté et emprisonné. Il faut rappeler également le triste cas de Akike Kokuviadbobli, journaliste de Solita, qui aussi a été systématiquement liquidé et jeté sur les plages de Lomé. Vous comprenez que la situation de la presse est très, très, très délicate au Togo et même dangereuse. Je ne sais pas à quel pays il faut comparer le Togo avec une situation qui devient une situation de récidive et qui ne nous permet pas véritablement de nous en sortir parce qu'il y a toujours l'impunité. Les enquêtes sont lancées et on n'a jamais vu les résultats de ces enquêtes. C'est inquiétant, c'est révoltant.
et pour la presse togolaise, alors que les autorités togolaises commencent par penser qu'ils sont dans une logique de défense des droits de l'homme, de démocratie et de l'état de droit. Je ne pense pas que cette logique est bien réfléchie avec les agressions tout azimut et révoltantes des journalistes togolais. En tout cas, c'est vraiment inquiétant. Et devant cette situation, Carlos Keito, vous êtes également président du patronat de la presse togolaise PPT. Vous avez sorti un communiqué pour sanctionner ce qui vient de passer par rapport à ce qu'a suivi notre confrère Robert Avoto. Alors, quelles dispositions pensez-vous qu'il faille prendre pour assurer la sécurité des journalistes au Togo? Pour l'instant, nous restons mobilisés. Et de par le passé, qu'est-ce que nous avons toujours fait? Nous avons manifesté notre ras-le-bol à travers des manifestations musclées. Et on est déjà allé à la primature, on est déjà allé au ministère de la Communication, on est déjà allé au ministère de la Sécurité. Nous avons été interrompus par le ministre d'alors, qui est encore ministre de la Sécurité, M. Yak Darman. Vous vous rappelez cette histoire d'avancer encore 5 mètres et nous allons vous rentrer dedans. C'est au cours d'une manifestation qui suivait l'agression des journalistes. Donc nous avons toujours manifesté et nous nous réservons le droit de rester dans cette action de mobilisation, de marche pour dénoncer cette situation. Mais au-delà de cela, nous allons également mobiliser les organismes internationaux de défense des droits de l'homme, de défense des libertés, pour allumer les projecteurs sur le Togo. Le Togo tente de souscrire à un certain nombre de programmes dont le Millennium Challenge Corporation. Le Togo veut se faire bien classer dans les rangs de Amnesty International, Transparency International et d'autres programmes. Je pense que cette dérive en matière de liberté de presse, et cette attaque, cette prédation de la presse ne peut autoriser ces différents programmes à pouvoir faire confiance au Togo. Donc nous allons faire ce lobbying, cette mobilisation internationale pour que le Togo soit véritablement sanctionné à sa juste valeur. C'est Parce clair. que les pays qui respectent les droits de l'homme, surtout la liberté de presse, ce sont les pays qui sont respectés à travers le monde. Mais si le Togo ne veut pas rester dans cette logique, nous, au niveau de PPT, au niveau d'autres organisations, nous réservons le droit de faire cette mobilisation internationale pour faire priver le Togo de ces différents programmes pour que le Togo puisse savoir qu'il ne commence pas à devenir un État isolé, irrespectueux des droits de l'homme, de démocratie et de liberté de presse. D'accord. Carlos Keito, parlons d'actualité au Togo. Depuis quelques jours, l'actualité se concentre autour du dossier de fermeture de 2 organes de médias, notamment LCF et City FM, par la haute autorité de l'audiovisuel de la communication AC, et qui soutient l'inexistence de dossier du groupe Sud Média auprès de cette instance, j'allais dire. Alors, Carlos Keito, comment analysez-vous tout d'abord cette affaire? Oui, c'est une décision arbitraire, une décision qui est très très loin de la réalité juridique, de la réalité légale. C'est une décision qui est prise peut-être sous le sceau d'humeur. Nous avons déjà senti la menace au niveau de PPT. Nous avons été les premiers à alerter l'opinion sur les menaces qui pèsent sur CTFM et puis LCF. Nous avons écrit à la HAC et aux différentes organisations internationales qu'il y a une menace à l'endroit de ces médias parce que nous avons eu des informations de part et d'autre. Et nous avons même, avant même cette fermeture, mis en garde la HAC, notamment son président, M. Pitang Tchala, de la fermeture de cette radio. Il en tirera les conséquences. Mais, monsieur le président de la HAC est allé à tête baissée. Je vais par ailleurs saluer le courage et la détermination de mon prédécesseur à la tête du patron de la presse togolaise, qui est actuellement membre de la HAC, M. Zessa Zianvo, qui a dénoncé une situation de prise de décision unilatérale par le président de la HAC sans l'accord des autres membres. Donc, nous pensons que cette décision nous permet de nous conforter parce que tous les arguments avancés par la HAC pour fermer LCF et puis CTFM ne sont pas fondés. Ce sont des arguments fallacieux qui n'ont rien à voir avec la réalité parce qu'on reproche à ces radios et à ce groupe de ne pas déposer des dossiers en bonne et due forme. On reproche à ce groupe de ne pas fonctionner dans la légalité alors que c'est bizarre, c'est assez cocasse de laisser dans une institution fonctionner
pendant 10 ans, de voir cette institution couvrir les audiences du chef de l'État à la présidence, de voir ces deux médias prononcer les résultats des élections législatives, notamment de 2010, de voir cette radio et cette télévision couvrir la campagne électorale du président de la République, Faure Gnassingbé, et aujourd'hui, 10 ans après, qu'on dise que ce groupe est illégal, n'a pas déposé de dossier, vous pensez qu'on se retrouve où là? C'est du désordre. Exactement. C'est une façon de s'acharner contre un groupe qui ne fait que son travail dans la liberté de presse. C'est pourquoi nous revenons et nous ouvrons la brèche sur la question de la liberté de presse. Aujourd'hui, c'est peut-être LCF et City FM, et on peut prendre cet argument de non-disponibilité des dossiers pour frapper tout autre organe. Et nous pensons que ce sont des décisions politiciennes qui ont des objectifs que nous n'allons pas commenter aujourd'hui, mais c'est assez grave. Et nous allons rester mobilisés, et moi je parie avec cette mobilisation, ou bien les autorités togolaises se décident de revenir sur leurs décisions en ouvrant LCF et City FM, ou bien elles se verront la communauté internationale et pour allumer les projecteurs sur elles. Et vous comprenez les conséquences. Le Togo a déjà été sanctionné par l'Union européenne, on se rappelle, pour déficit démocratique. À partir de la fermeture de ces deux chaînes, on risque d'obtenir encore une suspension de la coopération, non seulement de l'Union européenne, mais de certaines institutions qui peuvent être des partenaires stratégiques en matière de développement politique. Mais pendant tout ce temps, Carlos Kétiawo, vous parlez tantôt de mobilisation, mais le Togolais lambda s'interroge sur le silence de Pascal Akossololi Bodiona, principal promoteur de LCF et de City FM. Oui, je ne vais pas justifier le silence de Pascal Bodiona parce que pour l'heure, ce qui nous inquiète, c'est que ces deux médias qui ont été fermés, LCF et City FM. Ça rentre dans le cadre du trombinoscope de la presse togolaise. Et c'est sur cette base-là que nous sommes en train de nous mobiliser. Et vous savez que Pascal Bodiona a un problème avec les autorités. Il était ministre de l'administration territoriale, il était directeur du cabinet du président de la République, il était un ami personnel du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Donc, il y a eu des problèmes d'affaires, d'escroquerie internationale, il a été interpellé, il a été emprisonné. Donc, on craint que ce soit cette série d'attaques qui est infligée à M. Pascal Bodiona, qui se poursuit avec ses effets collatéraux, conséquences collatérales avec la fermeture des chaînes. Mais je le dis, on risque parce que ce n'est pas une affirmation. Mais nous ne pensons pas que nous devons attendre que M. Pascal Bodiona intervienne, dise ceci, ou donne un coup d'élan, un élan à une mobilisation pour qu'on le fasse. Pour nous, ce sont des confrères, près de 80 personnes qui vont être au chômage. C'est ça qui nous importe. Pour nous, c'est la liberté de presse qui est attaquée, qui est muselée. Pour nous, c'est une atteinte grave et c'est une prédation de la presse. Et c'est sur cette base-là que nous nous mobilisons. Si le fondateur de LCF, M. Pascal Bodiona, ou son épouse, à un moment donné, prennent des dispositions et pour essayer de trouver une solution, tant mieux. Ce ne serait que la série. Mais justement, Carlos Kétiawo, que répondez-vous à certains Togolais qui pensent que si Pascal Bodiona arrivait à faire une sortie médiatique, pourrait mobiliser la population togolaise par rapport à cette fermeture de la télévision LCF et City FM? Oui, moi je ne veux pas élargir cette situation à Pascal Bodiona parce que c'est un homme politique, vous savez, et ils ont des intérêts politiques de part et d'autre, ils ont des motivations politiques à faire leur combat. Et si nous voulons attendre une certaine intervention bien politique pour nous mobiliser autour des confrères qui sont au chômage, au cours des auditeurs et auditrices qui sont privés des informations, là je crois qu'on risque d'attendre trop longtemps. Mais ce serait bien, dans tous les cas, qu'il se prononce. Mais il y a déjà un directeur général du groupe Sud Média, Lucas Baki, qui intervient et ces interventions ont cette valeur qui puisse permettre aux populations d'être situées sur la situation. Donc, pour l'heure, quoi qu'on dise, si M. Pascal Bodiona vient à intervenir,
tant mieux, ce serait un complément de mobilisation. Mais pour moi, il faut s'attaquer à la réelle question de la privation des auditeurs, des Togolais de l'information qui en ont le droit de façon constitutionnelle et sur tous les instruments qui ont été ratifiés par l'État togolais, la liberté de presse reste en pôle position. Donc on ne peut en aucun cas laisser cours à cette atteinte à la liberté de presse pour des considérations politiques ou politiciennes. D'accord, Carlos Keto, parlons d'autres actualités. Le Togo est toujours à l'auberge des réformes constitutionnelles et institutionnelles. La création de la commission à Ouadana ne fait pas l'unanimité, donc l'ANC, Alliance nationale pour le changement, renvoie à la commission au reliquat de l'accord politique global APG. Carlos Keto, doit-on commencer par dire adieu à ces réformes politiques? On risque de penser que les réformes ne vont pas se faire parce qu'on va, les autorités togolaises tournent en rond ou tournent en bourrique. Le peuple togolais sur ces questions de réforme. C'est depuis les années 2002 qu'il y a ces problèmes de réforme où le gouvernement togolais a pris des engagements vis-à-vis de l'Union européenne, 22 engagements. Après, il y a eu l'accord cadre de Lomé qui a été signé, qui n'a jamais été honoré. Après, vous avez connu l'accord politique global en 2006 qui aussi est resté dans les placards. Et au lieu d'appliquer cet accord politique, il y a eu un accord historique avec un certain parti qui s'appelle l'UFC. Cela n'a jamais été mis en œuvre et brusquement, on vient sortir des décombres certains au commissariat à la réconciliation à l'unité nationale dirigé par Awanana, qui aujourd'hui connaît un certain nombre de membres qui ne sont autres que des caciques et comme le dirait l'autre fanatique de Fort Gnassingbé, je veux parler du ministre Ayassor Daoumi Sounou et des autres. Vous voyez, dans tous ces scénarios, on ne voit pas du sérieux, on ne voit pas de l'espoir, on ne voit pas de la motivation, on ne voit pas de la volonté des autorités de faire véritablement les réformes politiques. Et récemment, j'ai reçu un courrier ici qui m'invite également à participer à une rencontre avec des experts rwandais, comme si le Togo voudrait s'inspirer de la méthode rwandaise de gouvernance, alors que le Rwanda a connu un génocide qui a obligé de poser des solutions de façon radicale pour éviter le génocide. Le Togo n'a pas connu de génocide, même s'il y a eu des milliers de mois pendant les élections. Et je ne vois pas en quoi le Togo peut être inspiré par la réalité rwandaise qui n'a rien à voir. Nous ne sommes pas les mêmes peuples, nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses. Et Paul Kagame a réussi à imposer une constitution qui lui donne droit d'être au pouvoir jusqu'en plus de 2030. Je ne sais pas si c'est de cela que nous voulons nous inspirer. La question des réformes est très simple. C'est le chef de l'État qui doit prendre ses responsabilités. Et il y a certains présidents, déjà notamment le président angolais Dos Santos, qui a dit « Je ne me présente plus en 2017 ou bien en 2018 ». Et ça, c'est clair. Et ça essaie de décrisper l'atmosphère politique. La famille Gnassingbé vient de totaliser 50 ans au pouvoir au Togo. Moi, je pense que le Togo est une exception. Exactement. Alors Carlos... L'État peut aujourd'hui solennellement dire que, voilà, j'aimerais faire avancer le Togo sur la voie d'une certaine alternance. Je ne me présente pas en 2020. Vous verrez que le Togo sera plus ou moins mieux apprécié et présenté comme un État civilisé. Carlos Keto, d'une commission à l'autre, les réformes ne sont toujours pas opérées au Togo. Est-ce à dire que Faure Gnassingbé est en train de préparer son 4e mandat? Ah oui, naturellement. Il ne peut pas son 4e mandat parce que rien n'exclut qui sera candidat en 2020. Et quand vous voyez les signaux ou les signes avant-coureurs de cette préparation du 4e mandat, vous en serez sûr que du côté de la presse, on a été tenté de museler la presse. Du côté de l'opposition, on ne semble pas voir une certaine mobilisation avec le statut du chef de file de l'opposition qui sied bien à Jean-Pierre Fabre. Et depuis ce moment, on ne voit plus des actions ciblées, des actions
et radical en matière de mobilisation de la population pour des manifestations. Justement, parlant de ça, parlant de stratégie, Carlos Quetaoa, j'aimerais vous couper rapidement. Vous, en tant qu'acteur sur le terrain et leader d'opinion, quel conseil avez-vous à l'endroit des politiques afin que ces réformes tant attendues par la population togolaise soient une réalité au Togo? Oui, on ne va pas réinventer la roue. Il y a des situations similaires qui sont déjà passées dans beaucoup de pays. Vous voyez comment le Congo démocratique, la RDC, est en train de résoudre sa crise, malheureusement, avec la mort de Étienne Tshisekedi. Vous voyez comment le clergé a réussi à mettre autour d'une table les différents protagonistes pour leur faire définir des accords qui obligent M. Kabila, qui est aussi le prototype de Faure Gnassingbé, le fils du père, à ne pas se présenter aux prochaines élections. Et vous voyez comment une transition est en train d'être faite pour que le Premier ministre soit issu de l'opposition et certains ministères paient. Pourquoi ne pas s'inspirer de cette situation qui est plus ou moins semblable au Togo? Et vous voyez en Gambie comment toute l'opposition s'est mobilisée autour d'un candidat avec un certain nombre de partages de pouvoir à l'avenir, où le président Adama Barrow dit qu'il va faire 3 ans, il va céder les 2 ans à d'autres personnes pour qu'une alternance vraie et crédible puisse être faite. L'opposition togolaise peut le faire. Mais si chacun prêche pour sa chapelle, comme on le fait au Togo, où certains partis pensent qu'il faut rester dans la logique participationniste, il faut faire de la cogestion, il faut être moins radical ou bien il faut être radical. S'il y a cette disparité en matière de stratégie, je pense qu'on n'aboutira jamais. D'accord. Et face à cette situation, Carlos Quetaoa, et face à cette situation, que doit faire le Togolais lambda? Le Togolais lambda doit prendre son destin en main. Et nous avons toujours manifesté, nous avons toujours interpellé les autorités, mais on ne va pas loin. Le Togolais lambda n'est pas déterminé jusqu'au bout. Il suffit, à un moment donné, qu'on dise que bon voilà, il y a des gaz lacrymogènes qui sont lancés 1 fois, 2 fois, il y a 2 ou 3 morts, que le Togolais se résigne, que les parents disent à leurs enfants de ne plus aller dans la rue. Le Togolais lambda ne va pas jusqu'au bout de la lutte. Et puis, vous n'êtes pas sans comprendre que nous sommes en face d'un régime assez corrupteur, où quand on voit des mouvements qui émergent, qui sont crédibles, qui peuvent mobiliser la population, on essaie d'éjecter certaines matières d'intérêt, notamment de l'argent, notamment des postes stratégiques. On essaie d'attirer ces personnes-là vers eux en essayant de les corrompre, comme on le dit, de façon assez facile. Donc, il faudrait compter avec ça, avec une certaine détermination du Togolais à privilégier les intérêts nationaux plutôt que des intérêts partisans. Il y a plein de partis politiques au Togo qui, de façon indirecte, sont inféodés au pouvoir, et le jour, on les voit en train de critiquer et de faire des propositions, de dire ceux qui ne sont pas d'accord, mais dans les couloirs, on les voit aller négocier avec le pouvoir en place. Tout cela ne peut pas faire évoluer le Togo. Donc le Togolais lambda doit prendre ses destins en main. Le Togolais doit savoir qu'en augmentant le prix du carburant, c'est lui qui est pénalisé, et il doit suivre les mobilisations qui sont annoncées de façon spontanée. Vous avez vu au Burkina, personne n'a demandé au Burkinabé de se mobiliser et de mettre un terme au règne de Blaise Compaoré. Donc, quand la situation devient plus ou moins imposante, où l'autorité politique, le pouvoir, n'a plus les moyens de pouvoir contrôler un certain nombre de situations, vous voyez que la décision sera obligatoire. Je n'appelle pas à mettre un terme peut-être au règne de Faure Gnassingbé, mais à l'obliger à faire les réformes et à imposer une certaine alternance au Togo. Moi, à sa place, j'en serais gêné. Qu'on dise que ma famille a totalisé ses cantons au pouvoir, j'en serais vraiment gêné. Mais bon, je ne sais pas comment lui-même il l'appréhende, mais il est très important pour le Togolais de rester déterminé, de rester assez fort, de se rester soudé aux idéaux patriotiques et politiques afin de pouvoir sortir le Togo du secteur. Carlos Quetaoa, vous venez tantôt de parler de mobilisation, que le Togolais lambda doit prendre ses responsabilités, y compris la diaspora. Cette émission, elle est très écoutée par la diaspora togolaise sur 3 fois WFM Liberté, Radio Denigban et Ben Radio. Alors, est-ce que vous avez aussi un mot à l'endroit de cette diaspora qui tente en vain de s'organiser?
Oui, les diasporas du monde entier, surtout en Afrique, ont beaucoup contribué au développement du pays. Nous savons qu'au Togo, la diaspora contribue de façon financière au bien-être des populations avec les transferts d'argent qui se font. C'est conséquent. Et du côté de la diaspora, il est très important, et si possible, de pouvoir détecter des compétences qui peuvent venir tenir en haleine une population qui aujourd'hui est plus ou moins délaissée, parce que les gens ne font plus confiance en leur opposition, en leur leader. Mais si au niveau de la diaspora, il y a un leadership qui se dégage, qui est porté par toutes les diasporas de toutes les contrées de l'Europe, des États-Unis, d'Amérique et partout. On sait que cette personne est la personne indiquée, portée par la diaspora. Mais si on essaie d'imposer, pas d'imposer, mais de proposer cette personnalité qui n'a pas un background bancal, qui plus ou moins bénéficie d'une certaine crédibilité, mais pourquoi pas? Cette personne peut faire l'affaire. Et cette diaspora également doit s'imposer dans la mobilisation des moyens pour assurer l'alternance au Burkina Faso. Et celui qui a été le président par intérim, M. Michel Kafando, il venait de la diaspora. Il a été aux États-Unis quand il a été parachuté pour venir assumer la transition. Pourquoi pas? Et nous avons des grands fonctionnaires du Togo qui travaillent dans les institutions des Nations Unies, FMI, Banque mondiale, PNUD, tout ça là. Nous avons ces personnes-là qui peuvent être une solution intermédiaire. Parce que les Togolais, de plus en plus, je constate, ils n'ont plus confiance en leur leader politique parce qu'on attribue à telle personne une certaine proximité ou proximité avec le pouvoir en place. On attribue à cette personne un silence à des moments donnés. On attribue à d'autres personnes des jeux d'intérêt avec le pouvoir. Tout cela décourage un peu le Togolais. Donc si une certaine diaspora neutre peut pouvoir porter le message d'une personnalité neutre, plus ou moins crédible, et qui a les moyens de pouvoir s'engager dans une lutte et faire sortir le Togo de l'auberge, je pense que ce serait une solution intermédiaire qui pourrait intéresser les Togolais. Exactement, attendons de voir. En tout cas, merci beaucoup, Carlos Ketor. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que vous êtes directeur de publication de l'hebdomadaire togolais d'information, l'Indépendant Express. Vous êtes aussi président du patron de la presse togolaise PPT. Merci d'avoir commenté et analysé la situation sociopolitique de cette semaine au Togo. Merci et bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous mes amis que je fréquente très souvent à Lyon, à Mons, à Bruxelles, à Genève, à New York, à Washington et à Bonn, notamment à Munich. Et je pense que dans les prochains jours, nous serons là pour essayer de débattre ensemble des questions politiques et de la sortie de crise de notre pays, le Togo, qui a assez souffert de 50 ans d'années d'une seule famille. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonsoir. Bon courage et bon travail à Fenêtre d'Afrique.